Salam alaikum, bonjour, bienvenue dans cette 6e vidéo. Nous allons aborder maintenant la 5e partie donc, de cette vidéoconférence ou présentation dont le thème central est technologie et environnement. Donc dans les précédentes vidéos et notamment plus particulièrement les deux dernières, nous avons vu comment l'invention de certains outils, de certaines techniques, eh bien, au fur et à mesure donc, de ce passage donc, de la technique à la technologie, eh bien, notre vision universelle de l'environnement s'est transformée, voire bouleversée. J'ai d'ailleurs choisi deux domaines scientifiques qui sont intimement liés à l'environnement, qui sont la biologie, et on a vu comment on est passé de la biologie à l'écologie, et la météorologie, et nous avons vu comment nous sommes passés de la météorologie à la climatologie. Donc bien entendu, si vous prenez, si vous avez décidé de commencer par cette vidéoconférence par cette partie, je vous invite à revenir sur les précédents. Je pense que c'est très important. Vraiment ce sera beaucoup plus ergonomique, convivial et efficace pour vous de faire cet effort, de prendre le temps de commencer par le début afin de saisir vraiment le déroulement de cette vidéoconférence. Donc qui, je le répète, excusez-moi, a pour thème technologie et environnement. Une fois cela posé, on va, comme à notre habitude, commencer par une citation. Donc cette fois-ci, j'ai choisi Karl Marx, non pas parce que je suis communiste, mais parce qu'il est évident que quand on s'intéresse à l'influence de la technologie sur la transformation de nos sociétés, de notre environnement, eh bien Karl Marx est un auteur inévitable, incontournable, et on peut le considérer même comme avec Heidegger notamment, comme un des pères fondateurs de ce qu'on a appelé la critique de la technique. Et donc, que l'on soit capitaliste, communiste, socialiste, écologiste, quelle que soit notre obédience idéologique, politique, ou même si on n'en a pas, eh bien, il est très dur, voire contre-productif, d'aborder ce sujet sans s'intéresser aux théories de Karl Marx. Donc, je vous invite vraiment à faire l'effort de le lire en toute objectivité, neutralité. C'est vraiment, vous allez trouver beaucoup de choses très intéressantes sur cette relation, intéressante, qui ne sont pas toujours pertinentes pour tout le monde. C'est pour ça que justement il y a eu plusieurs approches, et aussi avec cette idée peut-être de vous enlever un préjugé qu'il ne faudrait peut-être pas confondre, comme il n'est pas aussi évident que cela de confondre Darwin et le darwinisme, eh bien le Marx et le marxisme, ce n'est pas toujours la même chose. Alors ceci dit, on va donc nous intéresser à cette citation. Donc pour la première fois, la nature est devenue un pur objet utilitaire. Ce qui est intéressant ici, c'est que pour la première fois, si on la prend même en dehors du contexte donc où a été écrite cette phrase, eh bien cette première fois, on peut la situer à plusieurs moments. Certains la situeront au néolithique, d'autres la situeront avec justement Descartes, avec donc la pensée cartésienne, à ce moment où Descartes va dire que l'homme peut aborder la nature comme maître et possesseur. Ici, avec la nuance peut-être qui a souvent été occultée, que ce « comme » sous-entend qu'il y a une manière, et donc que l'être humain n'est pas le maître et le possesseur de cette nature, mais qu'il doit se comporter comme son maître et possesseur. Et vous savez, vous doutez bien qu'à l'époque de Descartes, ce maître et possesseur de la nature, il était sans contexte Dieu, et que cela inclut donc dans ce « comme » une éthique, une morale, cela implique aussi une responsabilité. Donc peut-être que parfois, on est allé un peu trop vite en besogne en considérant que Descartes a fait la promotion de manière absolue de cette utilisation de la nature comme un objet utilitaire. Et puis, il y a donc ce moment de l'histoire où, quelque part, la technique devient vraiment technologie, c'est-à-dire que de moyen, elle devient science, et de science, elle devient un logos,
une logique, elle devient un discours et elle devient donc la finalité. Et ce moment-là, donc, que beaucoup donc situent avec l'avènement de la révolution industrielle, hein, celle qui s'est opérée au XVIIIe siècle, eh bien, cette nature, très important de rappeler que dans le mot nature, en fait, il y a l'idée, pas seulement celle qu'on s'en fait, hein, d'animaux, de biodiversité, mais nature, c'est surtout, en fait, cette chose qui a un but qui lui est propre, en fait. La nature de l'homme, la nature d'un objet, la nature de toute chose, c'est quelque part ce qui fait qu'elle a son propre but et ce qui fait qu'elle est ce qu'elle est parce qu'elle a un but qui lui est propre. Eh bien ici, cette nature, quelque part, cette première fois, donc ce passage de la technique à la technologie, eh bien, va lui enlever, va lui ôter sa propre son propre objet, sa propre finalité, et va en faire donc un objet, une chose qui porte donc un but, un objectif, et cette fois-ci, ça devient un objectif utilitaire. On n'est plus dans la vision des antiques, excusez-moi, du bien vivre et du bien-être. On est dans cette vision de l'utilité, donc que j'avais déjà un peu abordé le concept de l'utilitarisme, hein, que je vous invite à comment dirais-je, à vous documenter dessus. Et cette utilité, donc, elle a pour agent l'efficacité, la technique, et au fur et à mesure donc que cette technique devient technologie, eh bien cette efficacité, cette méthode devient plus que le moyen, elle en devient le but. Et donc la nature devient, avec cette première fois, non plus seulement nature, mais vraiment une ressource naturelle. Et les lois de la nature donc deviennent assujetties aux lois de l'utilité. Très très important. Je pense à le rappeler, c'est ce que j'ai trouvé de assez parlant dans cette citation de Karl Marx. Nous voici donc arrivés à la 5e partie qui a pour titre de l'outil à l'appareil. Et ici, j'aimerais préciser vraiment en introduction que outils, instruments, machines, appareils doivent être ici perçus comme des qualités, je pourrais dire des catégories pour simplifier, et non pas comme des objets tels qu'on a l'habitude de les penser ou de les visionner. C'est-à-dire que vraiment, quand on va parler ici d'outils, d'instruments, de machines, d'appareils, je vais vous demander de faire l'effort de ne pas projeter les images des objets que vous avez l'habitude d'utiliser et de nommer ainsi, et plutôt d'y voir donc des qualités. Et ces qualités, en fait, donc ce qui qualifie ici, hein, c'est vraiment ça le sens de qualité, ce qui qualifie, et ce sont des qualités qu'on doit utiliser un peu comme des couleurs, les couleurs d'une palette. C'est-à-dire que ce ne sont pas des qualités figées, on peut les combiner, on peut créer d'autres, quelque part, qualités à partir de ces qualités, on va dire, essentielles, et en fonction du contexte historique, en fonction de qui utilise, comment il est utilisé cet outil, comment il est fabriqué, voilà, il y a beaucoup de critères qui peuvent nuancer donc ces qualités, mais je pense que ces grandes catégories que je vous propose, elles peuvent vous permettre justement de développer votre propre approche de ce sujet et votre approche de l'utilisation ou de l'usage d'un outil. De manière assez académique, aujourd'hui, quand on prend un dictionnaire et qu'on cherche à la rubrique outils, on trouve cette définition. Donc un outil est un objet physique utilisé par un être vivant directement ou par l'intermédiaire d'une machine afin d'exercer une action, le plus souvent mécanique ou thermique, sur un élément d'environnement à traiter. Objet physique, c'est quelque chose qui n'a pas toujours été aussi évident parce que malheureusement, dans le subconscient collectif, à certaines époques, eh bien, un être humain pouvait être considéré comme un outil, comme étant une chose, un meuble, quelque chose qu'on utilise donc pour réaliser une opération, pour atteindre un objectif de bien-être ou de bien vivre.
Et c'est pareil pour l'animal, qui encore aujourd'hui malheureusement est considéré comme un outil pour beaucoup. Et donc vous savez bien que par exemple les animaux de trait, donc certains animaux domestiqués servent un but, et donc voilà, cette idée de objet physique utilisé par un être vivant, on va dire elle est vraiment moderne. Alors directement ou par l'intermédiaire d'une machine, il est clair qu'on voit de plus en plus aujourd'hui avec la robotique, et avec donc des robots qui utilisent des outils avec une précision que notre main, en tout cas que la main du commun des mortels, n'a pas toujours. Même si on voit bien la différence, c'est pour ça que encore l'artisanat a de beaux jours devant lui, et que les choses souvent qui sont faites à la main ont une valeur esthétique et de qualité souvent beaucoup plus précieuse et beaucoup plus reconnue que ce qui est fait par les machines. C'est pas toujours, on va dire cette nuance, elle est de moins en moins évidente, mais quand même, voilà. Donc il y a l'idée donc de cet intermédiaire d'une machine, et afin d'exercer une action le plus souvent mécanique ou thermique, donc ça je vous laisse la liberté d'interpréter la chose, sur un élément d'environnement à traiter. Et là, on voit bien ici que l'utilisation d'un outil par excellence, c'est forcément elle a forcément un impact sur notre environnement, que l'utilisation d'un outil va conditionner notre relation à l'environnement, et selon l'outil qu'on va utiliser, eh bien notre environnement, il va être impacté plus ou moins de manière positive ou négative ou neutre. Donc voilà, c'est cette notion donc d'élément d'environnement à traiter, elle est importante aussi à retenir. L'outil, il sert à améliorer l'efficacité des actions entreprises, ou il donne accès à des actions impossibles autrement. Donc là, vraiment, il y a cette idée qu'un outil, il peut être le prolongement de notre humanité, en tout cas de l'efficacité de la main ou de notre corps. Il améliore l'efficacité, donc il l'améliore jusqu'à quel point, ça c'est ce qu'on a vu. Est-ce que des fois, justement, il ne l'améliore pas au point que cette efficacité devient inhumaine? Mais d'ailleurs, le plus souvent, quand il améliore l'efficacité de manière inhumaine, c'est quand il nous permet nous donne accès à des actions que notre corps humain, même prolongé par un instrument ou une machine, ne peut pas faire. Et là où vraiment, en fait, là où, excusez-moi, c'est plutôt là où quand l'utilisation d'une machine est nécessaire, l'utilisation d'un outil perfectionné est nécessaire afin de faire des choses que l'être humain ne peut pas faire. Et à partir du moment où ce champ des possibles est transformé, à partir du moment où l'être humain peut faire des choses que la nature ne lui avait pas permis, des choses contre nature, eh bien, le champ de son environnement s'en retrouve bouleversé, et sa façon de penser et d'aborder l'environnement comme un champ des possibles est forcément des possibles et des impossibles, est forcément transformé. Donc là encore, une fois de plus, on voit les capacités de transformation de l'outil sur l'être humain. On pourrait parler beaucoup rien que de l'outil, hein. Malheureusement, nous n'avons pas le temps. On va en fin de cette partie revenir un peu sur la notion de l'outil. On va un petit peu l'étayer. Mais là, je vous propose déjà d'aller à l'instrument. Donc l'instrument, c'est un outil perfectionné, donc entre guillemets, parce que tout dépend en fait de la période de l'histoire où on est et comment on va percevoir ce perfectionnement, dont l'utilisation nécessite un apprentissage plus poussé qu'un simple outil. Prenons un exemple du marteau avec lequel on va planter un clou. Et l'exemple donc de ce luth. Il est évident que pour maîtriser le luth, il va falloir non seulement apprendre à en jouer, il va falloir aussi le plus souvent savoir comment cet outil est conçu, et aussi il va falloir connaître la musique dans son grand ensemble. Et c'est là en fait où on peut dire que l'instrument est une qualité, parce que quelque part, imaginons maintenant que on utilise le marteau avec donc cette
déjà qu'on perfectionne, donc c'est cet outil, qu'il devienne un peu plus perfectionné, et que justement la personne qui le manie commence à développer un art de son maniement qui lui permette de faire quelque chose de beaucoup plus créatif et beaucoup plus puissant, vaste, que de planter un clou. Et là, ainsi, ce marteau, qui servait à la base juste à planter un clou, par exemple, transformé, perfectionné, il peut devenir celui qui va servir à frapper le ciseau du sculpteur et devenir un véritable instrument d'un art. Donc vous voyez que vraiment cette qualité de l'instrument, elle est faite par l'utilisateur en fait. Et ce qui est très très intéressant à voir justement, à comprendre, c'est que donc voilà, on en arrive rapidement à l'étymologie du mot, donc la chose qui arrange et qui construit. Eh bien, ce qui est important de comprendre, c'est que l'instrument, il est vraiment au service d'un utilisateur, avant même d'être au service d'un but. Il est au service de l'utilisation, il améliore une opération. Et c'est dans cette amélioration que souvent un instrument, prenons l'exemple toujours de l'instrument de musique, un luthier ne peut pas fabriquer un violon, par exemple, ou une guitare sans savoir soit jouer de la guitare ou du violon, ou soit collaborer avec un guitariste ou un violoniste pour le fabriquer ou pour le perfectionner. Et pareil, il doit connaître la musique. Et le plus souvent, les instruments, les grands instrumentistes, quel que soit leur domaine, eh bien, on fabrique des outils qui sont adaptés à leur talent, à leur utilisation. Et cette notion donc d'un outil qui serait profondément au service de la nature de l'utilisateur et non pas qui lui imposerait sa propre nature, c'est vraiment quelque chose de très très important à saisir. Donc, il faut comprendre cette notion, elle est importante quand on parle d'instrument. C'est d'ailleurs, on va dire, cette qualité principale qui nous intéresse dans l'instrument. Alors, l'instrument, il est aussi généralement le prolongement de notre corps. Beaucoup la main, mais pas seulement, mais aussi de nos sens, les instruments de mesure, par exemple. Et c'est vrai que quand on parle aujourd'hui d'instruments de calcul, c'est assez compliqué parce qu'à une époque, comme la calculatrice à boules chinoise pouvait être considérée comme un instrument, aujourd'hui, une machine à calculer, c'est moins évident qu'elle soit un instrument de calcul. Mais un instrument de mesure, en tout cas, quel qu'il soit électronique ou quel que soit son fonctionnement, un instrument de calcul ou un instrument en général, c'est aussi quelque chose, un objet, un outil qui permet de prolonger donc nos sens. Et ça, c'est très très important aussi à saisir. Alors, maintenant, on en arrive à la machine. Du latin machina, qui veut dire astuce, invention ingénieuse, dispositif. On a parlé des machines au début dans le théâtre antique. Et donc, la machine, c'était souvent, voilà, c'était justement cette machine, elle permettait de créer des artifices, en fait, pour des éléments de décor, des éléments, on va dire, dramatiques, pour les améliorer de façon mécanique. D'où machina, donc c'est une invention ingénieuse, une astuce. Alors de manière plus académique, c'est un produit fini, donc ça c'est important, un produit fini mécanique capable d'utiliser une source d'énergie disponible. Donc une machine, elle a besoin d'une énergie et pas seulement de l'énergie, pendant longtemps, on aurait pu parler de l'énergie musculaire, mais elle peut utiliser d'autres énergies, comme l'énergie fossile, comme n'oubliez pas la révolution industrielle, on a parlé de machines à vapeur, bon, même si d'un point de vue vraiment, si on était un peu plus précis, il faudrait vraiment revenir à l'idée de moteur à vapeur, mais en tout cas, l'idée de l'idée qu'il faut retenir, c'est qu'une machine, elle peut vraiment, quelque part,
elle est capable de transformer de l'énergie en travail. Ça, c'est le plus important. Pas seulement de l'énergie en créativité, mais l'énergie en travail, et au sens travail ici, beaucoup plus industriel, pas seulement, mais quand même, voilà cette idée de transformer l'énergie en travail. Et ce qui est important, c'est qu'elle est capable, elle, d'effectuer par elle-même, sous la conduite ou non d'un opérateur, cette fois-ci, c'est plus un instrumentiste, mais un opérateur, donc qui va veiller au bon fonctionnement de cette machine, ou qui va appuyer sur un bouton pour la faire fonctionner, mais elle est capable donc d'effectuer par elle-même donc des opérations, une ou plusieurs tâches, sachant que la machine, encore plus que l'instrument, l'instrument est quand même un outil de créativité et de création. Même s'il peut servir des opérations assez particulières, il est beaucoup plus dans le prolongement du maniement que vraiment dans l'accomplissement d'une tâche spécifique. Et c'est pour ça qu'on va beaucoup plus parler de machine à écrire, machine à laver, de machine à remonter le temps. La machine, en général, son champ d'utilisation est beaucoup plus réduit. Et d'ailleurs, reprenons l'idée du marteau qui peut devenir un instrument. Parce qu'il devient un instrument quelque part aussi à partir du moment où il n'a plus qu'une seule utilité simple. On peut faire de n'importe quel outil, de n'importe quel instrument, un instrument pour faire un objet pour faire autre chose. C'est beaucoup plus difficile de détourner une machine. C'est possible, hein, rien n'est impossible. Je vous répète qu'aucune de ces qualités n'est figée. Mais il est beaucoup plus difficile de faire à une machine autre chose que ce dont elle est faite. On prend souvent l'exemple de la voiture, c'est assez intéressant. Même si la voiture peut devenir un habitat, peut devenir un bélier, peut devenir beaucoup de choses, mais quand même, souvent, très difficile de la sortir de sa fonction principale, qui est celle de rouler et de se déplacer. Donc, elle exerce un travail mécanique sur un outil, ou alors une charge à déplacer, ou une matière à façonner. La machine, ce qui est vraiment aussi intéressant à comprendre, c'est que ce qui va la différencier un petit peu de ce qu'on va aborder tout à l'heure, c'est qu'une machine, un utilisateur, donc là, il va devoir beaucoup plus s'adapter en fait à la machine. On apprend à... C'est beaucoup plus l'utilisateur qui s'adapte à la machine que le contraire. On a pris, dans une vidéo précédente, j'ai pris l'exemple de Nietzsche, justement, qui, le jour où il passe du stylo, donc de cet instrument, de cet outil à la machine à écrire, eh bien son style va être complètement transformé en un style beaucoup plus télégraphique et beaucoup plus en relation avec l'utilisation de la machine. La machine, jusqu'à un certain seuil, on peut encore, un utilisateur, prenons l'exemple de la voiture, un exemple que j'aime bien utiliser, ou du vélo, qui sont des machines que l'utilisateur, tant qu'elle elle est restée mécanique et pas électronique, la voiture, on prend l'exemple de la fameuse 504 ou 505 Peugeot qui, dans nos pays, vraiment a une durée de vie immortelle, justement parce que un utilisateur, un conducteur qui a quelques bonnes notions en mécanique est capable de la réparer lui-même ou de comprendre ce qui ne fonctionne pas, et ce qui n'est pas toujours le cas avec d'autres outils. Donc l'idée vraiment, l'instrument encore aussi, souvent l'utilisateur de l'instrument est capable d'effectuer quelques petites réparations, mais la machine aussi. Mais voilà, il y a encore cette idée aussi que la machine, elle a un but qui est encore saisissable pour l'utilisateur. La machine à laver, je sais à quoi elle sert. Elle sert à laver. Et tant que cette machine, elle sert à laver et qu'elle ne contient pas un élément électronique, le plus souvent, cette machine, je sais quel est son but. Elle n'a pas d'autre but. On va voir plus tard, c'est ce qui différencie un petit peu la machine de l'appareil. Je parle au niveau toujours qualitatif et pas au niveau donc de l'objet en lui-même. Alors, l'appareil. L'appareil, justement, nous arrivons à l'appareil. Donc, en vieux français, en fait, c'est
l'appareil, c'est d'abord le déroulement d'un cérémonial, en fait. Hein. C'est vraiment un ensemble de rites, un ensemble de choses qui forment une seule chose. Et c'est pour ça que même la définition moderne de l'appareil, donc c'est vraiment un ensemble d'éléments qui concourent au même but en formant un tout. On prend ici l'exemple de l'appareil des lois pour le sortir de son contexte physique, mais l'appareil, c'est, on va dire, un ensemble on va dire de machines ou un ensemble d'éléments. Si on reste dans l'appareil électronique, donc d'éléments électroniques qui, combinés à eux-mêmes, concourent à un but et à un même but. Ce but-là, cette notion de but, elle est vraiment importante dans l'appareil. Il y a un but qui est central, quelle que soit la partie donc de cet appareil qui même peut, de manière autonome, s'enclencher. Au final, consciente ou non, elle sert un même but, un but qui dépasse donc chaque partie de l'appareil. Et ça, vous allez voir que c'est très très important de le saisir. Alors, on va prendre des exemples d'appareils. Hein. Bien sûr, je pourrais vous parler par exemple, des appareils domestiques que vous avez chez vous, hein, bien entendu. Mais il y a certains appareils dont la définition est assez intéressante pour dégager la qualité que j'ai envie de dégager de l'appareil. Donc un appareil à gouverner, par exemple en marine, c'est l'ensemble des dispositifs de liaison entre la barre et la mèche de gouvernail. C'est-à-dire que c'est ce qui va faire que entre le but au-dessus, celui du pilote, et le fonctionnement de toute la machine, eh bien il va y avoir une relation, et cet appareil, c'est vraiment ce qui va permettre donc à l'ensemble du bateau de fonctionner. Cet appareil, en tout cas, de choisir sa direction. Et l'appareil à gouverner, donc, son but, il est là. Il est de servir le but de l'ensemble, d'être une relation entre une partie de l'ensemble et, on va dire, la tête, le cerveau de cet ensemble, ou son but final. L'ensemble d'organes concourant à une fonction, alors on peut parler par exemple de l'appareil digestif, l'appareil urinaire, et là ce qui est assez intéressant, c'est que souvent quand on parle de la digestion, quand on parle de l'estomac, hein, qui fait partie d'un appareil, eh bien on parle de plus en plus d'un deuxième cerveau, et un appareil donc quelque part, il sert quelque chose, il y a toujours cette idée en fait d'un but qui échappe à une fonction, à un seul élément. Donc l'estomac, quelque part, il n'a pas qu'une seule fonction, il n'y a pas que sa fonction à lui, ce qu'il réalise, mais il fait partie d'un tout, donc de cet appareil digestif, et qui lui-même fait partie d'un autre tout. Voilà, et donc l'idée intéressante toujours à voir dans l'appareil, c'est que même des fois, cet appareil, donc, même s'il fait partie de l'ensemble de l'organisme, il peut avoir un but, des fois, qui lui est propre. Voilà, au sein de notre corps. Et c'est pour ça que des fois, c'est notre appareil digestif qui va nous motiver. On parle souvent justement quand on parle de cerveau reptilien ou quand on parle un petit peu on parle des fois justement de l'appareil digestif, de la vision du peuple quand il fait des révolutions pour des histoires de nourriture ou de ce genre de choses. Donc bon, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais intéressant de voir l'idée de l'appareil comme étant un ensemble d'organes qui chacun ont leur fonction bien précise, mais au service de quelque chose de plus grand et d'une volonté qui dépasse même leur utilisation. Alors, en philosophie aussi, l'appareil, on va revenir à Marx. On a parlé d'appareil idéologique, d'État. Donc, selon certains marxistes, pas tous, c'est un ensemble d'institutions publiques et privées par lesquelles la bourgeoisie maintient son hégémonie idéologique dans la formation sociale de type capitaliste. Alors, on pourrait justement voir la chose de façon beaucoup plus large et vaste, et on pourrait dire que, justement,
sans parler de bourgeoisie ou sans parler de capitalisme, on pourrait dire que cet appareil, ces appareils idéologiques de l'État, donc eh bien comme l'école, l'Église, la justice, eh bien ce sont des institutions qui chacune ont un fonctionnement, un but qui lui est propre, mais au final, elles servent tous un but beaucoup plus fondamental qui est celui d'aider l'État, donc ici comme superstructure. Je trouve que c'est très intéressant cette idée de superstructure et qui peut être donc une superstructure d'oppression ou de reproduction ou de bienveillance, pourquoi pas. Et ici donc d'oppression et de reproduction de la dictature d'une classe sur les autres, donc une classe sociale. Voilà, donc voilà pour l'appareil. Donc le plus souvent, l'appareil est au service d'un but qui n'est pas celui de l'utilisateur ou de l'usager. Quand vous utilisez, donc prenons un exemple, aujourd'hui, quand vous utilisez n'importe lequel des outils, des appareils électroniques que vous avez chez vous, prenez conscience que, par exemple, on n'en est pas encore au tout connecté, mais si on prend juste, donc avec l'avènement de l'appareil électronique, si on en arrive justement à cette idée d'obsolescence programmée. Aujourd'hui, beaucoup d'appareils que vous utilisez, en fait, ont une durée de vie qui dépasse, qui vous échappe. Et en fait, de plus en plus, ces appareils, leur but, ce n'est pas seulement de vous rendre service au quotidien, mais leur but, c'est de vous vendre un service et pendant une certaine durée et de vous faire acheter régulièrement, de servir donc l'idée de la croissance continue. Donc l'obsolescence programmée dans la plupart de vos appareils font que vos appareils ici sont des appareils au sens de la qualité, comme je l'entends, et pas seulement d'objets. Donc un appareil, c'est bien donc un outil dont l'utilité, il peut avoir un but propre de première apparence, mais il sert un système beaucoup plus vaste et souvent, quand vous utilisez, je vais prendre un autre exemple, mais votre appareil portable, eh bien, vous pouvez vous poser la question, le but de mon smartphone, est-ce de me permettre de téléphoner ou de me connecter sur Internet ou de collecter un maximum d'informations sur moi et de capter un maximum mon attention afin de mieux cerner mes comportements de consommation et justement de vendre mieux et de continuer à perpétuer ce système, cette superstructure qu'on pourrait qualifier par exemple de consumérisme, donc de idéologie de la consommation. Donc voilà pour l'appareil. Donc on a vu en fait que entre l'instrument, la machine et l'appareil, si on devait résumer les grandes nuances qualitatives, eh bien c'est vraiment où se situe en fait le but et la maîtrise de l'utilisateur. Nous avons l'instrument qui se conçoit encore avec la collaboration de l'utilisateur et qui suit la finalité de l'utilisateur. Nous avons la machine qui est intermédiaire, qui est encore capable ou en tout cas la machine, l'utilisateur, il doit bien entendu développer un apprentissage pour l'utiliser, ça il n'y a aucun souci à dire dessus, mais déjà peut-être moins un art et surtout le but de la machine n'échappe pas à l'utilisateur, ou en tout cas pas autant qu'avec l'appareil. Et aussi, donc la machine, comment dirais-je, elle est un stade en fait intermédiaire entre l'instrument et l'appareil et l'outil. Et l'outil, donc voilà, et vous avez ces trois qualités. On peut en dosant justement donner d'autres, voilà, par exemple, c'est vrai qu'on pourrait se poser la question d'une machine d'une perceuse. Je vous pose la question, je vous laisserai y réfléchir. Qu'est-ce qu'un vélo? Qu'est-ce que, par exemple, un clavier électronique? Ça veut dire un synthétiseur. Est-ce toujours un instrument? Est-ce un appareil?
tout est là. Il faut vraiment se poser la question. J'ai pas envie d'y répondre pour vous, mais amusez-vous justement à voir comment on pourrait qualifier tous ces outils et comment on pourrait combiner ces différentes qualités. Et je trouve que, en tout cas, si on veut parler d'outils, cet outil, il est très intéressant et j'oserais dire puissant pour aborder notre relation aux objets. Alors, on va revenir à l'outil en lui-même et on va s'intéresser à un penseur, Ivan Illich, donc, qui est né en 1926 et qui est décédé en 2002. Ivan Illich, qui est vraiment un des grands théoriciens de la critique de la technique et un homme vraiment qui parlait plusieurs langues, il a été un moment membre du clergé et vraiment il a été membre du Vatican. Il s'est rebellé contre le Vatican. Il a été enseignant en Amérique du Sud. Il a beaucoup travaillé sur l'enseignement. Il a notamment écrit un livre dont le titre en français n'est pas très évocateur, en fait, qui est Une société sans école, mais qui est beaucoup plus complexe, en fait, que cette idée de négation de l'école. Et il a vraiment développé une véritable théorie de l'outil, notamment dans un ouvrage qui s'appelle La convivialité, en tout cas traduit en français La convivialité, qui a été publié en 1973. Hein. Vous voyez bien que ces questionnements donc, sont très très anciens. En tout cas, on peut dire aujourd'hui que 1973, c'est ancien, en 2020. Et c'est un livre assez court, que je vous invite vraiment à lire aussi si vous vous intéressez à cette idée. Il y développe notamment le concept de l'austérité conviviale. Alors pour ceux qui connaissent Pierre Laprie et qui connaissent sa sobriété heureuse, on peut dire qu'il y a une parenté en fait entre cette sobriété heureuse et cette austérité conviviale. Sauf que ici, elle est beaucoup moins poétique, elle est abordée de façon beaucoup plus, on va dire, cérébrale, philosophique. Mais voilà, alors je vais essayer vraiment de vous synthétiser au plus simple ce que Ivan Illich appelle la convivialité. Et je vous invite donc si vous pouvez, à lire ce livre. Vraiment, il n'est pas très long à cet essai et c'est vraiment très très intéressant. Il développe vraiment déjà deux idées. Il y a l'idée de l'autonomie. En fait, cette autonomie qui permet à l'utilisateur, quelque part, de développer beaucoup plus son autonomie et surtout de choisir quelque part la fonction d'un instrument. Et donc un outil qui favorise l'autonomie, c'est un outil qui permet donc qui serait beaucoup plus proche de l'instrument et ça serait donc une machine ou un appareil mais qui garderait quelque part cette qualité d'instrument qui serait au service de l'utilisation et au service surtout de la créativité de son utilisateur. Et cette autonomie aussi, elle veut pas dire forcément que cet utilisateur vivrait dans une bulle grâce à son outil, il serait coupé des autres. Bien au contraire, elle lui permettrait de choisir en fait aussi avec qui il a envie d'interagir et elle créerait justement ces rapports d'autonomie, permettrait à chacun de participer à quelque chose de plus grand, mais avec une relative liberté, une forme d'anarchie au sens vraiment politique du terme et pas péjoratif, c'est-à-dire vraiment où le citoyen est au cœur de la démocratie et où sa place par rapport à celle de l'État n'est pas aussi réduite que dans d'autres formes politiques, de gouvernance politique. Donc l'autonomie au cœur de cette convivialité. Hein. La convivialité, c'est une société conviviale, c'est une société qui va développer l'autonomie des êtres vivants et une relation d'autonomie entre les êtres vivants, les humains et les objets qu'ils utilisent et encore plus les outils qu'ils manipulent ou manient. Le contraire de cette autonomie, et c'est bien l'hétéronomie. Et l'hétéronomie, donc un seul, donc autonomie, hétéronomie, donc une seule gestion en fait. L'hétéronomie, c'est justement l'appareil tel que je l'ai décrit, l'appareil électronique,
tel que je l'ai décrit donc dans cette présentation, eh bien c'est par excellence l'outil de l'hétéronomie, c'est-à-dire que l'hétéronomie, c'est l'idée qu'il n'y a qu'un seul but, et un but des fois même hermétique, occulte, qu'on ne saisit pas, et que tout l'ensemble, en fait, toutes les parties de cet ensemble sont là au service de cette hétéronomie, et donc un outil qui, quelque part, confisque l'autonomie de l'utilisateur et qui est au service d'une hétéronomie, d'un but qui lui échappe, eh bien c'est tout le contraire de ce qu'est la convivialité pour Ivan Illich. Je pense que c'est assez facile de résumer donc la nuance entre les qualités que j'ai évoquées tout à l'heure. Eh bien, l'idée d'hétéronomie, je pense qu'elle et d'autonomie résume bien la chose. Pour finir, il va parler du seuil de contre-productivité d'un outil. Alors, ce seuil de contre-productivité, c'est que il va jamais remettre en question la technologie comme étant quelque chose de mauvais. Mais pour reprendre l'idée de Paracelse, tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison. Un outil, quand il devient une institution, quand son utilisation elle devient institutionnelle, par exemple comme la voiture, eh bien il devient contre-productif, il devient au service d'un appareil et quelque part, aujourd'hui, les services que nous rendent la voiture et tout ce qu'elle nous impose, notamment aujourd'hui la voiture nous permet de nous déplacer plus vite, mais le temps qu'on doit passer à travailler pour gagner notre voiture, eh bien réduit notre possibilité de nous déplacer, les embouteillages, la pollution aussi, qui participent grandement aussi à réduire la qualité de notre environnement, et puis le fait qu'aujourd'hui les villes ne sont pas conçues pour le passant, pour l'être humain, mais adaptées à la voiture, puisqu'on voit bien comment au fur et à mesure de l'histoire de la voiture, eh bien on est passé au début, la voiture n'avait pas été très difficile de la faire rentrer dans la ville, et aujourd'hui le trottoir, eh bien c'est un tout petit espace réservé aux piétons, et la voiture a vraiment envahi la ville. Et aujourd'hui, ne pas avoir de voiture quelque part, c'est se priver de beaucoup de capacités, de possibilités, et nos villes sont conçues autour de la voiture, ce qui fait que l'énergie fossile et que tout un tas de choses autour, donc le pétrole, l'industrie, l'exploitation par exemple de certaines matières, sont indispensables pour que la publicité qui est largement, on voit bien la publicité qui est largement le monde automobile, c'est un des principaux fournisseurs de publicité. Donc comment aujourd'hui la voiture, l'école, l'hôpital et beaucoup donc de ce qui était à la base des outils qui auraient pu rester conviviaux jusqu'à une certaine dimension, eh bien en devenant des institutions et en devenant non plus des instruments et en devenant vraiment des appareils, en étant prisonniers d'un but qui échappe non plus, qui ne serait plus le bien-être des êtres humains, mais la domination d'une catégorie sociale, eh bien voilà, c'est quelque part ce que Ivan Illich défend, et c'est pour ça qu'il défend cette idée de société conviviale où nous reviendrions donc à une utilisation, une conception de la technologie qui la remettrait au service de notre humanité et non pas de ceux qui veulent la gouverner. L'argent, très intéressant. L'argent, si on réfléchit bien, pareil, au fur et à mesure que l'argent s'est développé et qu'aujourd'hui on en est arrivé à l'ultra financiarisation de notre économie, eh bien l'argent est devenu d'un instrument, aujourd'hui est devenu un appareil, et aujourd'hui on a beaucoup de mal à comprendre en fait les fonctionnements de l'utilisation de l'argent. La bourse, l'économie elle-même fait que l'argent est devenu un appareil là où elle était avant un instrument.
Le langage, pareil, puisque de plus en plus, vous voyez bien que dans le data mining et dans les réseaux sociaux, dans tout ce qui est le big data, le langage et l'analyse du langage et le traitement du langage est important. Et on sait aussi que le langage dans la politique, il y a Philippe Breton notamment qui a écrit un livre qui s'appelle La parole manipulée et qui montre comment on peut aussi le langage le piéger et en faire un appareil. Et aujourd'hui, le langage, de plus en plus, pareil, les mots que nous utilisons sont chargés de préjugés, chargés de clichés qui font qu'ils servent beaucoup plus une propagande que le développement de notre propre autonomie de pensée. Voilà, donc je vous remercie beaucoup pour si vous avez pris le temps et eu la patience d'aller jusqu'au bout, vraiment. Et j'espère que ça vous a intéressé. La prochaine partie, vraiment, c'est la conclusion donc, de cette vidéoconférence et on va vraiment voir aborder la notion de laïcité ou de citoyenneté technologique, vraiment totalement en dehors du cadre habituel de ce qu'on peut penser de la laïcité et vraiment avec une vision d'écologie politique. J'espère attiser votre curiosité ainsi et je vous invite donc à très bientôt à consulter donc cette 6e partie, à l'écouter et comme d'habitude je vous invite vraiment à intervenir, interagir afin de me permettre moi aussi donner c'est bien mais recevoir c'est aussi bien. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Au revoir.